BFM Business, BFM Crypto, les pros. Vincent Tourelle. Il est 15 h sur BFM Business. Bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, les pros des cryptos jusqu'à 15h30 sur BFM Business. L'essentiel de l'actu de la semaine dans le monde fascinant des cryptos. Pour nous accompagner aujourd'hui en plateau, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Vincent. Vous êtes senior manager crypto et Web3 chez KPMG, et en duplex avec nous Thibaut Boutroux. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Vous êtes COO de Meria. Dans un très court instant, les titres, grands titres de la semaine. Tout d'abord, on retrouve Xavier Fenot en duplex avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Associé chez Interactive Trading, semaine très difficile pour le Bitcoin. On a commencé la semaine aux alentours de 96 000 de mémoire. On se retrouve en ce moment même à 81 662 dollars. Comment est-ce que vous analysez cela et qu'est-ce que ça dit de la suite ? C'est vrai que vous avez planté le décor. C'est une période de doute sur le marché crypto au sens large, d'autant plus quand le numéro 1 Bitcoin, qui était ces derniers mois finalement le plus résistant face à la volatilité, décroche de 20% en une semaine. Malgré ça, je ne suis pas inquiet, pas encore en tout cas. Et pourtant, aujourd'hui, on est au maximum de la peur qu'on ait connue depuis été 2022. Ça, on s'en réfère à l'indice Fear and Greed Index. Été 2022, pour rafraîchir les mémoires, le Bitcoin était à 18 000 $. On avait fait une pointe à 15 000 $. Après un an de baisse depuis les 60 000 $, il a perdu 75% de sa valeur. Et après, on connaît la suite. 100 000 $ en quasi-ligne droite, plus 550%. Ça pour dire que les moments de peur extrêmes ont toujours été des opportunités dans le passé. Et inversement d'ailleurs, l'euphorie de fin d'année qu'on peut appeler le bull Trump, plus rien ne pouvait arriver au marché des cryptos. Vite, il faut y aller. Finalement, pour avoir des replis, on en aura toujours. Alors, je pense aussi qu'on a ce mimétisme avec les marchés traditionnels qui ont bien performé en 2024 et qui marquent une pause depuis maintenant 3-4 mois. On a même d'ailleurs le Nasdaq qui est passé rouge depuis le début de l'année. Cette semaine, on a eu une publication de Nvidia qui, malgré des résultats stratosphériques, a perdu 8% hier. Ça faisait des mois que ce n'était pas arrivé. Donc, on peut appeler ça des prises de bénéfices quand on en attend beaucoup, voire trop. Et puis, pour l'aspect technique, Bitcoin, malgré cette baisse, est toujours en tendance haussière à moyen terme. 75 000 $, c'est un niveau de référence, c'est une moyenne mobile à 50 semaines qui accompagne la tendance depuis 2023. 75 000 $, alors on n'y est pas encore, mais c'est les plus hauts de l'été de début 2024. Et c'est aussi 50% de retracement de toute la hausse depuis l'été 2024. Donc tant que ce niveau tient, ça reste aussi à moyen terme. Alors même si oui, vous l'avez dit, on avait une zone à 92 000 $ qui était particulièrement bien défendue depuis le début de l'année. Elle a cédé, ça entraîne des sorties de position de ceux qui se sont mis en effet de levier par impatience. Donc justement, il va falloir être patient, prendre du recul, laisser respirer le marché peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois comme en 2024. Et on surveillera à court terme la reconquête des 90 000 $ qui serait une bonne chose pour montrer que Bitcoin, encore une fois, non, n'est pas encore mort. Belle conclusion. En tout cas, pas d'inquiétude particulière et de la patience, vous nous dites. Merci beaucoup Xavier Fenot d'avoir été avec nous depuis Interactive Trading. Le sommaire de cette émission, c'est tout d'abord la semaine noire du Bitcoin. Certains parlent de bain de sang, mais c'est vrai qu'il faut remettre ça en perspective. On va en parler avec nos invités. Est-ce qu'il faut pour autant s'en inquiéter ? Ou est-ce qu'il faut effectivement voir ça sur le long terme et regarder un petit peu ce qui s'est passé jusqu'ici sur le Bitcoin. Également au sommaire, Bybit et ce hack historique, on a un petit peu plus de détails maintenant, 1,4 milliard de dollars évaporés. Et puis on va parler d'une amende pour OKX. Alors est-ce que je le prononce correctement? Je le découvrirai en direct tout à l'heure. Une amende de 500 millions de dollars aux États-Unis. Voilà pour les principaux titres de cette émission. Votre machine à concentrer l'info hebdo et des cryptos se déclenche et s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. C'est donc une semaine très mouvementée que vient de vivre le marché des cryptos après des mois de dynamique haussière, un sentiment globalement optimiste. Bien cette semaine, on a vu le rouge s'installer, alimenté par une conjonction de facteurs. On va voir cela en détail avec nos invités. Mais si la baisse a occupé l'espace, il s'est passé aussi d'autres choses dans le monde des cryptos. Comme chaque semaine, on va démêler le vrai du faux et tenter d'y voir plus clair. Pour commencer,
Impossible d'y échapper, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une baisse généralisée aussi forte. D'un côté, contexte macroéconomique très tendu, on connaît l'histoire, hein, la géopolitique et bien entendu les tensions commerciales. De l'autre, on a vu Bybit subir le plus grand hack de l'histoire. Stanislas, finalement, comment est-ce qu'on explique cette correction qui touche le marché dans sa globalité? On a fait les comptes là, combien de centaines de milliards de dollars se sont évaporés ces 5 derniers jours? Ces 5 derniers jours, si je ne dis pas de bêtises, c'est environ 150 milliards de dollars, ce qui fait quand même de grosses sommes. Des petits mouvements des marchés boursiers américains. Hier, c'était 800 milliards qui étaient évaporés, entre guillemets. Ouais. Et c'est ce que vous disiez, même ce que disait Xavier Fenot en filigrane, c'est qu'on ne peut pas abstraire Bitcoin d'un contexte macroéconomique. C'est bateau ce que je veux dire, mais les marchés détestent l'incertitude. Oui. La politique tarifaire, l'incertitude, est-ce que c'est du bluff pour faire des négociations ou au contraire, c'est une politique de fond qui mécaniquement aura des conséquences sur le PIB mondial. Et quelque part, Bitcoin fait un peu office de canari dans la mine dans ces cas-là, quand il y a des doutes sur la macroéconomie, qui ne touchent pas que Bitcoin, on le disait, marché boursier américain, Nvidia hier qui est en net recul. Et c'est sûr que ça crée de la peur, cette incertitude fait peur aux détenteurs de crypto. En prenant un pas de recul, ça arrive assez souvent, mine de rien, dans des périodes haussières. Mais là, est-ce que c'est mon souhait ou la réalité? C'est assez difficile à dire. Est-ce qu'on en sait ce qu'ils font, hein, ceux qui vendent? Est-ce qu'ils reviennent sur des marchés ou des placements plus traditionnels? Très difficile à dire. Est-ce qu'ils utilisent ce cash? Très, très difficile à dire. Quand on observe une telle correction, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors Xavier nous disait tout à l'heure, non, il ne faut pas être inquiet, il faut être patient. Quand on regarde le passé, on voit que de toute façon, c'est très volatile. Pourtant, quand ça baisse, l'inquiétude, finalement, c'est humain. Hein. Thibaut, qui est avec nous, simple respiration dans un cycle haussier, selon vous, ou signe avant-coureur d'une tendance plus inquiétante? Non, moi, je partage l'avis de Xavier. Je suis pas spécialement inquiet. Des corrections, on en a eu, on en aura encore. Le marché crypto est un marché qui est par nature volatile, parfois très volatile. On a tendance à l'oublier, surtout quand on est en période haussière. Pourtant, ces périodes de correction, il faut aussi part intégrante des phases haussières. Et si on dézoome un petit peu, en fait, on a un Bitcoin qui aujourd'hui gravite autour de 80 000. Il y a 6 mois, il était autour de 60. Il y a un peu plus de 12 mois, il était autour de 40. Donc, quand on prend un peu de recul, en tout cas sur Bitcoin, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je me suis amusé à regarder ce qui s'était passé dans les derniers cycles haussiers. En 2021, on avait eu un retracement de plus de 50% durant la période estivale avant d'aller chercher le point haut. Et en 2017, on avait eu plus de 5 retracements de environ 30% sur l'année avant d'aller chercher le point haut. Donc, ce que je disais, ça fait partie de ces périodes-là. Les investisseurs sont effectivement inquiets. Moi, si je devais mettre un point d'inquiétude, il serait peut-être plutôt au niveau de certains altcoins, parce qu'on a quand même beaucoup plus de crypto qu'avant. On en a certaines qui n'ont pas profité de 2024 et qui n'ont pas eu encore leur rallye haussier et qui continuent du coup finalement dans une traversée du désert qui commence à être longue et qui a une certaine défiance envers les investisseurs. Donc pour eux, ça va être un peu plus compliqué. On peut en citer certaines, peut-être, celles justement qui n'ont pas participé au rallye dont vous parlez. Le rallye lié à Trump, hein, c'est l'équivalent du Trump Trade, mais sur les cryptos. Le rallye a commencé quand même avant Trump, hein, puisque depuis le début de l'année 2023, depuis 2023, oui, on a commencé à reprendre un petit peu des couleurs, et après toute l'année 2024 a été quand même globalement haussière. Mais si on doit en pointer un du doigt, il y a forcément Ether qui aujourd'hui est encore en difficulté au niveau de son cours, même si la roadmap technique, elle est plutôt. Il a perdu la moitié de sa valeur, je crois, hein, l'Ether. Hein. Et surtout, contrairement à d'autres, il n'a pas été recherché les points hauts qu'il avait été cherché précédemment. Ouais. On parlait ou plutôt je parlais de Bybit hein, dans mon sommaire, 1,4 milliard de dollars en Ether justement. Alors naturellement, cette actualité a été largement commentée toute la semaine parce qu'on l'a appris il y a une semaine et puis on a eu les détails au fur et à mesure des jours qui se sont écoulés. Sur la faille à l'origine de la perte de fonds, est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Stanislas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive à hacker comme ça 1,4 milliard de dollars? On en sait plus. C'est une affaire qui fait énormément de retentissement. Aujourd'hui, il y a des personnes dont on n'entend pas parler des prises de position crypto qui l'évoquent de par le montant qui est conséquent. C'est un des records de hack dans la finance. Ça a participé à la baisse aussi peut-être hein, ça a ajouté au reste. Sans doute sur l'Ether. À la défiance sur les technologies, Nvidia. Bon. Exactement. Et aussi une peur vis-à-vis des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'irrationalité. Mais si un intermédiaire qu'on estime sécurisé se fait hacker une partie des montants, dans ce cas-là, il y a une peur.
et des acteurs qui peuvent partir de ces intermédiaires, soit aller sur d'autres trades, soit retirer les fonds pour rester en conservation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un peu un questionnement de savoir à qui la faute. Elle est partagée, mais finalement, c'est un peu moins du côté de Bybit, c'est-à-dire de l'intermédiaire directement. C'est plutôt du côté de la solution de conservation qui a été choisie, qui s'appelle le Gnosis Safe. En l'occurrence, ça s'appelle maintenant Safe, qui est une manière de gérer des fonds directement sur la blockchain avec ce qu'on appelle les smart contracts wallet, des portefeuilles avec des smart contracts, qui permet de gérer des fonds avec de la gouvernance. En l'occurrence, plusieurs signataires pour débloquer les fonds. Donc au début, on se disait, est-ce que ça vient du côté de Bybit et de cette gestion ? Finalement, c'est bien Safe le problème. En l'occurrence, c'est une faille qu'il y avait sur une des personnes, un des développeurs de cette entreprise, et c'est au niveau du front-end, c'est-à-dire de l'interface qu'il y a eu un hack, qui s'est concentré, et c'est les hackers nord-coréens, en l'occurrence de Lazarus, qui, via cette porte, a pu attaquer le contrat de Bybit. C'est tous les contrats Safe qui auraient pu être à risque. Ils ont fait cette attaque ciblée envers, justement, Bybit, parce que c'est un contrat qui détenait 1,4 milliard. Donc, en l'occurrence, les signataires de la transaction pensaient mouvementer les fonds, quelque chose de très traditionnel quand on gère une plateforme d'échange. En réalité, c'était une transaction qui modifiait la gouvernance des contrats pour permettre, en l'occurrence, aux hackers de récupérer les fonds, d'où le retentissement, d'où la peur qu'il y a pu avoir sur les marchés. Et je laisserai Thibaut en donner les conséquences, mais ça va faire date, ce qui est sûr, et qu'il y a déjà un appel à modifier les pratiques, autant du côté de Safe que la pratique financière de ces intermédiaires. Petite parenthèse, ils sont réputés, les hackers nord-coréens ? Moi qui ne suis pas du tout un spécialiste, je découvre un petit peu. Ils sont réputés avec des attaques assez sophistiquées. D'accord. C'est pas la première fois qu'ils le font. Et c'est pas parce que c'est un pays stalinien, reculé de tout, complètement fermé que... Et c'est assez contre-intuitif. Des attaques sophistiquées dans une économie qui est, on va dire, encore très agricole. Thibaut, plus globalement, où en est-on dans cette affaire ? Quelles sont les prochaines étapes ? Déjà, ce qu'on peut dire dans cette affaire, c'est que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique si Bybit n'avait pas géré la crise de cette manière. On peut quand même saluer la gestion de crise qui a été relativement exemplaire, autant sur la communication que sur la gestion opérationnelle, où ça a été très rapide et avec des bons réflexes, sans quoi on aurait quand même pu plonger un peu plus fort et surtout avoir des répercussions sur l'image du secteur un peu plus conséquentes. Donc là, il y a toute une alchimie qui s'est mis un petit peu en œuvre, une collaboration entre différents acteurs. Là, on est à l'heure où on est en train d'essayer de reconstruire un petit peu le puzzle. L'avantage de la blockchain, c'est que les transactions sont traçables. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont simples à tracer. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Donc, on a un certain nombre de plateformes d'OAT et les enquêteurs traditionnels qui sont sur le sujet. Le but va être d'essayer d'identifier des adresses suspectes, d'essayer de geler certains fonds. Donc, ça est en train de se mettre en place. Et comme l'a dit Stanislas, il faut aussi prendre des mesures par rapport à ce qui s'est passé, essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on peut l'éviter derrière, comment on peut éviter que ça se reproduise, comment on peut corriger toutes ces failles-là. Donc ça va inciter les plateformes à aller encore un petit peu plus loin dans le process, inciter aussi les intermédiaires à aller très loin. C'est aussi la problématique d'une industrie qui évolue à cette vitesse, où forcément les attaquants aussi progressent et apprennent à identifier des failles. Et avec toutes les contraintes qui sont mises sur les plateformes et sur les outils, parfois on va un petit peu moins vite que les attaquants. Donc ça, c'est la problématique de l'innovation. Donc il va falloir corriger tout ça, et on peut s'attendre aussi potentiellement à une réponse réglementaire pour mettre encore un petit peu plus de normes strictes envers les plateformes pour essayer d'éviter justement que ce genre d'attaque ne se reproduise. Alors, autre titre à la une, je le disais tout à l'heure, OKX qui va voir 500 millions de dollars sortir de ses caisses, mais pas pour des raisons de hacking. Non, c'est une amende qui nous rappelle un peu celle de Binance en novembre 2023, Stanislas. Exactement, c'est quelque chose qui est assez courant aux États-Unis de faire des transactions. Quand il y a eu un défaut, en l'occurrence là, il y a eu un défaut de conformité, ça veut dire que des clients américains plutôt institutionnels avaient accès aux services d'OKX, mais niveau international, alors que normalement, c'est vraiment une entité américaine qui doit contenir ses clients. Donc défaut de conformité, ce qui implique une irrégularité, et aujourd'hui, cette semaine en l'occurrence, il y a eu l'annonce d'un accord avec le département de la justice américain d'une transaction. 500 millions de dollars, c'est le montant dans sa globalité. Ça se décompose en deux. 80 millions de dollars d'amende,
de ce défaut de conformité et 420 millions de dollars qui représentent plus ou moins le chiffre d'affaires qui avait été généré avec ces clients qui ne devaient pas être clients de cette entité internationale. Dans le cadre de cette transaction, il y a aussi une obligation de faire appel à des consultants sur la conformité jusqu'à février 2027 pour se conformer et faire en sorte que les dispositifs soient robustes. Ça va de pair avec, on va dire, une montée en grade de la régulation et des besoins de conformité. On tend à avoir de la conformité et de la sécurité financière comme les acteurs traditionnels en milieu bancaire, d'où des efforts de la part de Binance quand ils ont eu cette fameuse amende, ou de OKX derrière, de mettre en face des moyens humains, des moyens techniques pour être compliant, c'est-à-dire par exemple analyser les comportements des clients pour savoir s'il y a des risques. C'est quelque chose d'assez précis, d'assez fastidieux à mettre en œuvre, mais c'est une obligation dans le cadre de ces amendes. Dans cette dynamique, les États-Unis continuent la réglementation des cryptos. Si OKX n'a pas été épargné, d'autres acteurs voient des poursuites abandonnées contre elle. C'est le cas de Coinbase la semaine dernière, Thibaut, et d'autres cette semaine? Oui, tout à fait. C'est un petit peu la traduction du changement de cap mené par l'administration Trump sur le sujet crypto et également du changement de cap avec la nouvelle direction à la SEC. On a un assouplissement réglementaire qui est en train de se mettre en place. Il y avait un certain nombre d'affaires qui étaient en cours, qui sont en train d'être classées entre guillemets les unes après les autres. Donc on a eu la semaine dernière Coinbase et OpenSea, plateforme NFT. Cette semaine, on en a eu 3 nouvelles, Robinhood Crypto, Uniswap et Gemini. Donc, des actions qui sont globalement saluées par l'écosystème. C'est un signal très positif, cette fin de bataille avec la SEC qui permettent de rétablir un dialogue et de repartir sur des bases un peu plus saines pour construire finalement une réglementation adaptée au terrain. Néanmoins, on a quand même eu des acteurs qui ont salué l'initiative, mais ont aussi pointé du doigt certaines choses, notamment Gemini, par l'intermédiaire de l'un de ses fondateurs, qui est un des frères Winklevoss, qui sont relativement connus de par l'affaire Facebook il y a quelques années, qui a quand même souligné c'est une très bonne chose, mais finalement c'est une suite assez logique et ça ne répare en aucun cas les dizaines de millions de dollars qui ont été investis dans les démarches juridiques dans cette affaire et tout le manque à gagner dû à l'énergie qui a été dépensée pour l'ensemble du secteur. Donc il y a du temps qui a été perdu, mais globalement il vaut mieux se satisfaire de ça plutôt que de voir ces affaires continuer. Donc bon signal pour l'écosystème qui a été un peu noyé dans cette semaine un petit peu rouge. Absolument. Bon, à l'inverse, là où ça ne prend pas encore au niveau régulation, c'est sur les mêmes coins. Récemment, la SEC avait botté en touche sur le sujet, mais cette semaine, la CFTC, c'est pas un syndicat, c'est une autre agence, voilà, qui régule les marchés dérivés, celle-là, eh bien semble disposée à prendre le sujet en main, Stanislas Barthélémy. Cette affaire permet de voir où sont les limites de chacune des agences aux États-Unis. La SEC, c'est plutôt les titres financiers. La CFTC, c'est plutôt les commodités. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette dualité cette semaine. La SEC a fait un official statement, donc vraiment une prise de parole publique pour définir ce que sont les meme coins. J'imagine l'AMF parler des meme coins autour du Doge, etc. Donc c'est un peu comique. Mais de dire que les meme coins principaux connus, ça ne veut pas dire que tous les meme coins le sont, ne sont pas des titres financiers au regard de ce qu'on appelle le Howey test, c'est-à-dire des conditions qui sont assez simples à comprendre. Est-ce que cette blague qui justifie un jeton qui est presque un collectible, est-ce que c'est un titre financier? Non. Il n'y a pas de rendement associé au jeton, à la distorsion du jeton, ou il n'y a pas de gouvernance. Donc la SEC dit ce n'est pas un titre financier, ce n'est pas du ressort de la SEC. Maintenant, on regarde du côté de la CFTC. Est-ce que c'est une commodité? Il y a une vision plutôt extensive de la définition de commodité et il semblerait que ce soit plutôt du côté de la CFTC qui n'a pas encore confirmé publiquement, mais ça tomberait plutôt dans leur escarcelle, à savoir que les meme coins, ça s'est un peu calmé là avec la chute des cours crypto, mais on pense tout de suite des arnaques qu'il y a eu ou à la profusion de meme coins qu'il y a eu, où il y a peut-être un besoin de protéger un peu le consommateur. Mais donc ce serait plus une commodité qu'un titre financier, d'où la CFTC qui pourrait s'en emparer. D'ailleurs, les meme coins, c'était la tendance en 2024. Depuis le début de l'année, ça a surtout alimenté les problématiques avec notamment les présidents américains et argentins qui s'en sont servis à des fins discutables, on l'a évoqué ici. Est-ce qu'il y a toujours autant d'emballement sur les meme coins, Thibaut Boutroux, après ces scandales et la baisse des marchés? Ouais, alors c'est sûr que 2024, globalement, on a eu 2 grands drivers. On a eu Bitcoin qui a mené la danse et on a eu toute la catégorie d'actifs autour des meme coins qui était largement en tendance, portée par l'écosystème
Solana, avec aussi une multiplicité des mêmes coins qui ont été créés, un engouement qui s'est traduit jusqu'à ce qu'on vient d'expliquer, hein, les présidents qui ont lancé leur propre meme coin. Alors, est-ce qu'on n'a pas été justement trop loin et que ça n'a pas à un moment donné agacé les investisseurs? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les meme coins sont des actifs qui, de par nature, n'ont pas de réels fondamentaux techniques. C'est basé sur une blague. Ça n'a pas forcément vocation à se développer. Il y a une dimension communautaire intéressante, mais sur les fondamentaux techniques, il faudra repasser. Et donc, naturellement, quand on est dans des phases haussières où la liquidité coule à flot, il n'y a pas de problème. Les investisseurs sont en mesure de prendre des risques. Par contre, quand on est dans des phases un petit peu de repli, les positions qui vont être débouclées en premier sont plutôt les positions à risque. Et donc, les meme coins, naturellement, payent un peu plus cher cette correction. Donc on voit les chiffres qui sont un petit peu en recul. Néanmoins, je pense que l'ère des meme coins est pas arrivée à son terme. Je pense qu'on a atteint un niveau de maturité. Par contre, effectivement, il n'y aura pas de place pour tous les meme coins, donc ils vont devoir se réinventer. On a des meme coins qui ont traversé certaines périodes de baisse, on en a d'autres qui traverseront celle-ci. Par contre, effectivement, la majorité sont amenés à disparaître. Alors une autre catégorie de crypto dont on parle de plus en plus, c'est les stablecoins qui continuent de se développer et d'intéresser les acteurs institutionnels. Dernier exemple en date, Bank of America, qui fait son entrée dans la course. Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur, Stanislas ? Ce n'est pas une banque qui avait fait beaucoup d'expressions publiques autour du sujet des cryptoactifs et donc des stablecoins, mais c'est une conséquence plutôt positive en tant qu'Américain, hein, enfin pour les Américains du moins, de la capacité que peuvent avoir les chambres à définir ce qu'est un stablecoin. Les banques peuvent se lancer, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le panorama des stablecoins, c'est environ 220 milliards de stablecoins en circulation, principalement du dollar. On peut faire une comparaison avec les agrégats monétaires. C'est 1% de l'agrégat monétaire numéro 2 qui cumule donc tout ce qui est monnaie scripturale, monnaie cash et ce qu'on appelle les dépôts réglementés, etc. Donc on peut commencer à regarder ce grignotage du stablecoin puisqu'il y a de la demande de la part de particuliers pour les raisons de trading crypto, d'événements de fiscalité, etc. Mais y compris des grandes entreprises qui ont envie d'utiliser des stablecoins pour aller plus vite, baisser les frais de transaction, désintermédier un peu et faire des transferts internationaux. Et donc Bank America, il voit, s'il y a une définition claire de ce que sont les stablecoins, une opportunité business tout simplement. Maintenant, la question c'est de savoir comment ils vont le faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt des acteurs privés non bancaires qui ont émis des stablecoins. On pense à Circle et à Tether, évidemment. Vous demandez lesquels, oui. Et un acteur fintech bien connu, PayPal, qui a lancé un stablecoin, mais qui reste relativement petit. Donc, il y a de la place pour un acteur américain. Est-ce qu'il y a de la place pour toutes les banques américaines ? Pas forcément. La multiplication des stablecoins reviendrait à fragmenter la liquidité. Mais un gros acteur bancaire qui pourrait se lancer pourrait prendre des parts de marché. Il y a deux manières de faire un stablecoin. Les banques préféraient utiliser des dépôts bancaires en collatéral pour émettre un stablecoin, pour des raisons de réserve fractionnaire et quelque part des raisons de pérennité économique. Ce que regarde plutôt la Bank of America, c'est s'il y a bien une définition des stablecoins, ce serait sur le fonctionnement des grands stablecoins que j'ai cités tout à l'heure, Circle, Tether, autour du 1 pour 1, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on bloque dans des comptes bancaires $1, voire ce qu'on appelle des actifs liquides de haute qualité, c'est-à-dire des bons du Trésor américain avec des maturités courtes, donc comme ce que fait Tether et Circle encore une fois, pour lancer un produit. Le plus il y a de ce produit, donc de dollars Bank of America qui circulerait, le plus le collatéral générerait de rendement, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans le monde crypto, alors les cours ont beau baisser, mais le nombre de stablecoins en circulation augmente. Donc le précédent record c'était 160 milliards, maintenant on est à 220 milliards, parce qu'il y a du taux d'intérêt à aller chercher qui est propre à la crypto. Et donc aujourd'hui il y a des acteurs qui peuvent aller chercher du 5-10% avec ces stablecoins, d'où la demande. Et le stablecoin, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, puisqu'on a besoin de cette représentation du dollar pour aller derrière sur des briques finance décentralisée où on peut poser en collatéral sa crypto, faire du levier, aller chercher du rendement, proposer de la liquidité sur les marchés. Donc il y a cette demande sur les stablecoins et voir Bank of America prendre le sujet par ce petit bout de la lorgnette, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas beaucoup communiqué là-dessus.
D'accord. Alors justement, à propos de ces stablecoins, c'est des deux que vous nous citiez, la Circle et Tether. On assiste à une opposition marquée avec des critiques qui fusent par interviews interposées. On a vu des plateformes faire preuve de solidarité envers Bybit cette semaine côté stablecoin. Ça ne semble pas encore être le même esprit. Thibaut, quels sont les enjeux idéologiques et stratégiques derrière cette rivalité? On terminera là-dessus. Allez, en 2 minutes. Ouais, mais ce que disait Stanislas, les stablecoins, c'est un sujet stratégique dont on risque de parler pas mal durant l'année parce qu'on a justement les acteurs institutionnels et qui sont en train un petit peu d'entrer dans cela aux États-Unis, mais aussi en Europe. On a beaucoup d'acteurs européens traditionnels qui sont en train de travailler sur les stablecoins. En attendant, le marché est dominé et la bataille, elle se passe entre Circle et Tether, qui à eux deux représentent grosso modo 80% aujourd'hui de la capitalisation des stablecoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une opposition de style entre Tether et Circle, un petit peu à l'instar de ce qu'on avait sur les plateformes d'échange avant entre Coinbase et Binance, si on peut prendre le parallèle. On a d'un côté Circle qui fait un petit peu office du bon élève, qui joue au jeu de la régulation, le jeu un petit peu plus politique, la transparence et qui a une bonne image. Et de l'autre côté, on a Tether qui est beaucoup plus controversé, qui essaie d'aller beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus orienté produit et qui en même temps, si c'est l'acteur qu'on aime détester, on ne peut pas vraiment s'en passer et aujourd'hui, il domine largement le marché. Donc, je trouve que ces deux oppositions de style sont intéressantes et servent à l'innovation et ça va être intéressant de voir comment les acteurs traditionnels vont venir un petit peu s'imbriquer dans toute cette logique. Stanislas, vous voulez y compléter ? En 1 minute. Exactement, c'est que Tether aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assez gros, ils achètent des bons du trésor américain en grande quantité, donc ça les rend assez puissants. Et après, il y a tout un débat, pour compléter ce que dit Thibaut, qui est autour du est-ce que le caractère un peu offshore de Tether ne les rend pas aussi intéressants ? Parce que Circle devient vraiment, s'ils reviennent aux États-Unis et font leur IPO très américain, alors que Tether, il ne faut pas oublier que c'est en partie des Européens qui l'ont créé, qui sont offshore. Ça rappelle un peu les euros-dollars. C'est intéressant parce que c'est du dollar qu'on peut avoir offshore et sur du commerce international. Il y a pas mal d'acteurs sur du trading de commodités, par exemple, qui utilisent déjà ce type d'assets comme monnaie d'échange. Donc, à voir comment ça va se passer. Je pense qu'il y a de la place pour ces deux acteurs, mais à voir s'il n'y en a pas un troisième bancaire qui viendrait en plus se greffer. Donc, opposition de style, mais il y a de la place pour 2-3 stablecoins. Une vingtaine, j'y crois pas trop. Bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces pros des cryptos. Stanislas Barthélémy, Senior Manager Crypto et Web3 chez KPMG, et Thibaut Boutroux, COO de Meria. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc des pros des cryptos. À suivre, c'est bien entendu BFM Bourse. À tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.